Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Elisa. Bonjour Anaïs. Je suis ravie qu'aujourd'hui tu vas nous parler dans ce deuxième épisode en ta présence de l'ostéopathie qui est un de tes outils aujourd'hui, l'ostéopathie au service de la femme avant, pendant et après la grossesse, puisque quand même ton premier métier c'est sage-femme. Ouais, alors c'est clair que pour moi c'est vraiment très très complémentaire comme pratique, puisque finalement l'approche ostéopathique est une approche très spécifique et elle s'adapte vraiment aux besoins de la grossesse et c'est une des pratiques qui va être privilégiée, puisque en fait on sait bien que en termes de pharmacologie pendant la grossesse c'est très réservé, limité, voilà. Et en fait il y a peu de dynamique autre, à part un petit peu l'acupuncture on va dire, mais sur les vrais troubles de la grossesse on a peu d'action quoi. Alors qu'en ostéopathie le champ de compétences il est vraiment très développé. On va voir qu'on a des possibilités qui sont assez incroyables, que j'aurais jamais imaginé en étant sage-femme, pouvoir traiter par exemple sur des retards de croissance, des troubles vraiment important de la grossesse, par exemple une hypertension artérielle. C'est vrai que ça peut avoir un impact décisif sur le pronostic obstétrical. Et il y a aussi toute la partie que je trouve précieuse et dont on ne parle pas toujours en préconception finalement. Oui, alors une préparation du corps. Une grossesse, ça se prépare déjà parce que sur le plan biodynamique, structurel, il va y avoir beaucoup de modifications et une adaptation tout au long de la grossesse qui va être nécessaire au bon développement du bébé et au confort de la maman. Et aussi à l'accouchement, bien évidemment, parce que si le bassin est tout coincé ou si ça va la gêner pendant la grossesse, mais ça va surtout modifier les possibilités d'ouverture du bassin. Donc on va dire que pouvoir travailler en amont de la grossesse, ça va permettre de préparer le terrain et de l'aider à mieux appréhender tout ce qui va se passer et faire que peut-être la grossesse démarre dans de meilleures conditions simplement, et aussi de lui donner des indications sur son alimentation, son rythme de vie, qu'est-ce qu'elle va pouvoir mettre en place en fait avant l'arrivée du bébé, pour qu'elle puisse en début de grossesse mettre son bébé déjà en sécurité, parce que ça veut dire que les premiers mois de la grossesse, des fois elle est déjà enceinte, elle le sait pas, et elle va pouvoir peut-être avoir des comportements ou des actions qui vont peut-être être délétères pour sa grossesse et son bébé. Il y a aussi l'aspect de la fertilité, l'accompagnement, quand on a des difficultés à avoir un enfant, ça peut être intéressant d'aller voir un ostéopathe pour venir vérifier qu'au niveau de la mécanique, il n'y a pas quelque chose qui entrave. Tout à fait. Alors déjà, sur un point de vue structurel, déjà juste que le crâne bouge bien, que le bassin bouge bien, ça va être essentiel. Moi, c'est vrai qu'en tant que sage-femme ostéopathe, je vais aussi m'orienter vers une auscultation, on va dire, plus spécifique de toute la sphère gynéco. Et c'est vrai que qu'il y ait une prise en charge en PMA
ou que ce soit la première année, parce que souvent on laisse les couples dans la nature pendant à peu près une année, en fonction des cas, ça dépend, mais avant d'intervenir. On dit que comme il y a un cycle sur 4 qui est fécondant, on parle de laisser une petite année pour que la grossesse démarre. Mais pendant cette année, j'encourage les femmes qui ont envie de démarrer une grossesse avec leur mari à aller probablement soit en consultation d'ostéo, soit en consultation d'acu pour pouvoir justement stimuler la fertilité. Puisqu'on sait que l'hypophyse qui est dans le cerveau, elle va être activée par nos petites techniques crâniennes et tout ce qui peut se passer au niveau du bassin, on va pouvoir améliorer la vascularisation par exemple, moi je sais que le travail que je fais auprès des femmes en PMA, ça va améliorer la quantité d'ovocytes. Ça va souvent réguler le fait que les ovocytes sont produits par les 2 ovaires. Les papas, des fois, ils me disent avant le traitement en ostéo, il y avait un seul ovaire qui répondait à la stimulation, et depuis que tu vois ma chérie, elle a les 2 ovaires qui répondent. Et souvent, les ovocytes sont de meilleure qualité. Donc, en fait, ils sont en plus grande quantité et de meilleure qualité. À savoir, il y a plus d'ovocytes qui vont prendre la grossesse, c'est-à-dire il va y avoir plus d'embryons. Et si sur une seule FIV, on a beaucoup d'embryons, ça va permettre d'avoir des chances de transfert après qui vont être plus efficaces. Donc, c'est-à-dire que en termes de santé publique, il y a 4 FIV qui sont autorisées et remboursées. Donc, si tu fais une seule FIV avec plein d'ovocytes, ça te permet d'avoir plusieurs chances sur la même FIV. Alors que si tu as une FIV avec 2 embryons, t'en mets un dans l'utérus. L'autre, tu le congèles, et si jamais, par exemple, il résiste pas à la congélation, ça veut dire qu'il faut que tu prennes une deuxième FIV. Alors que si tu en as 12, tu vas pouvoir en congeler plusieurs qui vont être de meilleure qualité, donc plus résistants à la congélation, la décongélation et la réimplantation. Ok, parce qu'en fait, alors tu vois, moi j'apprends en même temps que tu le dis, quand on dit FIV, moi je pensais que c'était une fois qu'on a pris justement l'ovocyte et qu'on a mis le spermatozoïde et qu'on vient le réintégrer. Oui, alors c'est ça, mais en fait, avant de prendre l'ovocyte, il va falloir qu'elle suive un traitement. Et pendant tout ce traitement-là, on va surveiller à l'échographie combien il va y avoir d'ovocytes qui vont pousser. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un seul ovocyte par cycle, les femmes qui sont stimulées, elles vont avoir plusieurs ovocytes qui vont pousser dans les 2 ovaires. D'accord. Donc en fait, là, on les endort, et après on va chercher avec une aiguille dans le cul-de-sac du vagin pour aller chercher dans chaque ovaire tous les ovocytes qui sont à maturation. Ouais. Ensuite, on prend les ovocytes, on prend du sperme qui a été lavé et conditionné. Pourquoi laver ? Parce que c'est des méthodes particulières de conditionnement pour que ce soit plus direct au contact des ovocytes. Et soit on fait une FIV naturellement, c'est-à-dire il y a une rencontre avec l'ovocyte et le spermatozoïde dans une petite éprouvette, voilà. Soit on fait beaucoup en ce moment des FIV qu'on appelle ICSI. Ça veut dire qu'on va injecter le spermatozoïde directement dans l'ovocyte. D'accord. Donc il y a des sites d'implantation. C'est comme si l'ovocyte il avait des ouvertures préfabriquées. Donc on doit respecter le grand axe de l'ovocyte pour pouvoir trouver la voie d'accès. Et du coup, une fois qu'on les laisse un peu grandir et qu'on observe leur qualité de croissance, et à ce moment-là, on va reprévenir la femme, on va la faire venir et on lui réimplante dans l'utérus. Et c'est quand on le réimplante, là, c'est une FIV, et ça, on a droit à 4 fois. Non, c'est quand on va ponctionner. Ah, d'accord. Okay. On a le droit à 4 fois. Donc si t'as pas ponctionné assez, ou si t'en as que quelques-uns qui ont répondu, ou si t'as qu'un ovaire qui répond à la stimulation, ça diminue tes chances. Donc, parce que, c'est hyper par exemple, moi j'ai des patientes, elles peuvent avoir plusieurs grossesses avec une seule ponction. Okay. Donc ça t'évite plusieurs anesthésies générales, ça t'évite quand même... Alors après, ça fait des jumeaux décalés. Donc c'est aussi intéressant à travailler avec les enfants
de leur expliquer que finalement, c'est comme s'ils étaient jumeaux dans la même éprouvette et que finalement, ils ont été repositionnés dans l'utérus à des moments différents. Donc c'est vrai que voilà, après il va falloir travailler avec les parents pour expliquer tout ça aux enfants, mais c'est assez intéressant. Et puis surtout, la maman elle va avoir de moins grosses doses d'hormones et ça va lui permettre d'avoir moins la pression en fait. Donc on sait que plus elle va être dans l'ocytocine, plus ça va faire comme un aimant qui attire l'ovocyte, l'embryon, pour l'anidation. Okay. Donc ça c'est très important, hein. Je tiens à le dire parce que souvent on dit reprenez une vie normale après le transfert. En fait, moi je dirais partez en vacances, voilà, faites-vous des câlins, mettez-vous collés serrés gentiment avec votre chérie pour pouvoir faire beaucoup d'ocytocine. Plus vous êtes dans l'hormone de l'amour et de la confiance en vous, plus ça va faire comme un aimant qui attire pour activer l'anidation du bébé. En même temps, on retourne dans la physiologie, du coup, parce que quand on fait l'amour, on a un orgasme, gros pic d'ocytocine. C'est ça, exactement. Et si par exemple, tu es stressé, que tu as de l'adrénaline et que tu retournes au travail et que tu es dans une ambiance et un environnement qui est hostile, en fait, le corps, par nature, il va pas vouloir mettre la femme en difficulté si l'environnement est dangereux. Donc si tu es sous adrénaline parce que ton chef te prend la tête et que tu retournes travailler, tu vas faire de l'adrénaline et là, contrairement, ça va faire comme un aimant qui repousse l'embryon et qui va éviter l'anidation. Donc, parce qu'on ne se reproduit pas en territoire hostile ou dans des circonstances difficiles. Donc en fait, c'est vraiment important de dire ça aux parents qu'ils ont tout à fait leur part de travail à enclencher, même si ça a été très médicalisé. C'est pas grave. Et nous, en ostéo, on peut vraiment les aider à reprendre possession de ce processus-là. Parce que même si il y a intervention médicale, ils vont pouvoir participer. Moi, je demande à la maman qu'elle fasse des petits arcs-en-ciel depuis son cœur jusqu'à ses bébés qui sont dans les éprouvettes ou en devenir, et qu'elle garde le lien avec ces bébés-là, même s'ils sont loin d'elle, même si elle peut pas les surveiller, même si qu'elle leur envoie de la confiance et de l'amour pour pouvoir plus tard les récupérer et garder ce lien-là. Parce que ça me paraît vraiment essentiel. Oui, bien sûr. Primordial, même on n'a pas cette conscience, même quand tu disais parler, s'occuper des enfants après, toi tu le fais après finalement dans le postnatal, de vraiment la prise en charge de la maman et de l'enfant. Et donc d'expliquer quel est le parcours, d'expliquer tout ça. Et aujourd'hui, peut-être qu'on est un peu aussi au début de ces parcours PMA, de tout ça. Et du coup, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore démocratisées, entre guillemets. Oui, c'est ça. En fait, on sait qu'il faut leur expliquer, mais des fois, on se dit, bon, ils comprennent pas, ils sont petits, on leur dira plus tard. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment que le fait qu'ils soient adoptés, que le fait, ou si par exemple on a pas mal aussi en ce moment de grossesse pour autrui, quand la maman elle a une malformation d'utérus ou qu'elle est dans la possibilité de porter son bébé, on va assez facilement expliquer au bébé que il avait une nounou d'utérus, et puis que par contre sa maman elle va pas le mettre chez la nounou après la naissance, parce qu'elle l'a mis avant. Et donc des fois c'est des belles formules pour pouvoir vraiment expliquer simplement mais très clairement à l'enfant pourquoi il a eu ce parcours-là, parce que ses parents avaient très envie qu'il soit là et que en fait on avait besoin qu'on l'aide d'aide, et que voilà. Et nous on va pouvoir ramener aussi de l'énergie un peu différente, c'est-à-dire que la prise en charge de l'ostéopathe au moment de l'aide à la fertilité, on va dire, ça va être vraiment une prise en charge du couple. Donc en fait, moi j'aime bien voir les papas aussi, les futurs papas, et pour pouvoir activer toutes les ressources de tout le monde. Et même s'il y a quand même une prise en charge en PMA, une fécondation in vitro et tout ça, moi je pense qu'on peut, alors j'ai pas de chiffres, on n'a pas encore d'études parce que c'est tout nouveau, mais je pense que cliniquement déjà on peut voir qu'il y a beaucoup de différences, ne serait-ce que parce que la stimulation a plus d'effets, que les ovocytes sont de meilleure qualité. Au final, le résultat de pouvoir mener à bien une grossesse va être augmenté par la prise en charge complémentaire en ostéopathie. Ok.
Et dans le cas, donc ça c'est pour tout ce qui précède avant. Ouais, c'est ça. Et quand on est enceinte, dans quel cas tu dirais que vraiment, je pense que c'est toute la grossesse finalement, c'est un suivi puisque le corps il bouge tellement, il y a tellement de... On devrait voir un ostéopathe à peu près tous les combien pour s'assurer que tout est en ordre. Alors, si tout va bien, je vais commencer par la grossesse qui va bien, d'accord ? Ouais. Si tout va bien, normalement, le premier trimestre, il est secret. Voilà, il est un peu sacré, secret, il est un peu... on laisse faire, d'autant plus qu'il y a plein de grossesses qui n'évoluent pas. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de laisser l'espace de la nature faire. Et que si la grossesse tient, on avance. Si la grossesse s'arrête, à ce moment-là, on interviendra pour l'aider par la suite. Mais dans le premier trimestre, on va dire qu'on laisse, c'est déjà tellement le bouleversement hormonal, le bouleversement... Après, s'il y a besoin, bien sûr qu'on la verra. Mais si tout va bien... Si par exemple, il y a des nausées, ou oui, c'est bien trop sûr. inconfortable... Là, je parlais d'une grossesse qui allait bien. Donc, si tout va bien, on la laisse mariner tranquille jusqu'au 4e mois. Moi, je les vois au 4e, au 6e et au 8e mois. Hein ? Si tout va bien. S'il y a quoi que ce soit, bien sûr que je vais les voir avant. C'est-à-dire que même s'il y a une maman qui arrive avec une douleur terrible au coccyx le 2e mois de la grossesse, je vais la voir. Et bien sûr que je vais lui traiter son coccyx. S'il y a une maman qui arrive et qui a l'impression qu'elle a un retour veineux qui est vraiment très difficile, je vais aussi l'aider pour le retour veineux. Hein, que ce soit des hémorroïdes, des varices vulvaires ou des varices dans les jambes. Si on a des douleurs au niveau du... Souvent, elles viennent pour des douleurs de dos, sachant que il y a beaucoup plus d'indications que ça. C'est-à-dire que pendant la grossesse, tu disais les nausées, ça peut être les problèmes de sommeil, ça peut être tout ce qui est les contractions. Voilà. Sachant que je tiens à dire aux mamans que c'est très important que ce soit un ostéopathe qui soit formé pour que ce soit des manipulations qui soient très en douceur. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on doit intervenir sur l'utérus de façon brusque, brutale ou en force. Hein. Quand tu dis formé, c'est-à-dire un ostéopathe, parce qu'aujourd'hui, tous les ostéopathes ont un diplôme. Oui, le diplôme est reconnu maintenant. Voilà. Mais formé, spécialisé? Oui, ce serait bien qu'il y ait une formation un peu spécialisée, que ce soit quelqu'un qui travaille en douceur et qui puisse intervenir sur la femme enceinte de façon très très respectueuse. On a un formidable ostéopathe qui s'appelle Pierre Tricot, qui est en Bretagne et vers le Mont-Saint-Michel là-bas, qui dit à l'intention la vie répond, à la force elle se soumet. Et je pense que c'est la base de ce qu'on devrait pratiquer, en se disant que finalement plus on va vers quelque chose de respectueux du corps pour faire un bon point d'appui pour que le corps lui-même se déverrouille tout seul, plus on est du côté juste pour traiter en plus les femmes enceintes. Les femmes enceintes, on ne doit pas les brusquer et pas c'est contre-productif. Hein, des fois on dit chez l'ostéopathe on se fait craquer. En fait la base du trust en ostéopathie, c'est vraiment le petit crack là qu'on fait quand on met une articulation en tension et qu'on met une petite pichenette dessus ou une grosse pichenette, ça dépend des fois. En fait, c'est pour moi, c'est vraiment totalement contre-productif là aussi, puisque en fait, ça va à l'envers des défenses de l'organisme. C'est-à-dire qu'on doit faire cette manipulation très rapidement pour contrer la défense de l'organisme. Hein. Donc moi, à partir de là, cette technique-là, elle ne me va pas pour les femmes enceintes, puisque dans notre discours, on va lui dire « tu as tout à l'intérieur de toi pour réussir ». Mais je te fais quand même ta petite pichenette vite fait dans le dos pour l'user. Pendant que tu regardes à droite, je vais à gauche. C'est ça. Et pour moi, ça, déjà, ça va pas. Parce que ça va la mettre en hypervigilance quelque part dans son système limbique. Et elle va pas être du tout dans un état de confiance. Et en plus, tu lui fais à la place de son corps. Et donc, pour moi, ça va pas. C'est comme quand t'as un petit qui fait ses lacets. C'est vrai que c'est plus facile si tu lui fais. Mais si tu veux qu'il apprenne, il faut le laisser faire le petit pont qui va dessous et qui remonte pour qu'il puisse être autonome.
Et pour moi, l'autonomie, ça va être aussi un apprentissage de la parentalité. Parce qu'en fait, on les surveille avant l'accouchement, mais une fois que le bébé est né, on les laisse dans la nature toutes seules. Donc, en fait, ça va vraiment être important d'arriver à donner une dynamique, on va dire, beaucoup plus au rythme des tissus, dans le respect, et quelque chose de vraiment très très à l'écoute pour qu'elles puissent à la fois travailler sur la matière, la structure, le mouvement dans leur corps et l'adaptation, et aussi se préparer à la parentalité, à toute l'aventure qu'elles vont vivre pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum, parce que c'est vraiment quelque chose qui va venir chambouler tout l'équilibre de départ. C'est-à-dire que même au niveau émotionnel, tout le travail qu'on a pu faire avant en émotionnel, pendant la grossesse, il peut remonter des choses, des couches que tu n'as pas travaillées. Donc les femmes, elles disent « Ah, mais ça, je l'avais travaillé, normalement, c'est bon. » Bah ouais, mais en fait, tu l'avais travaillé pour toi, mais pas forcément pour la descendance. Donc, il va falloir remettre une couche sur « Ok, comment je peux aider cette femme à bien intégrer tous les changements et tout ce qui va se passer, tout ce qu'elle va être obligée de métamorphoser dans son corps. » C'est vraiment une transmutation pour la descendance. Donc, en fait, on sait qu'au niveau de l'infrastructure neuronale pendant la grossesse, les œstrogènes et la progestérone vont modifier les connexions neuronales. Donc, c'est un moment magique où elle va pouvoir redistribuer toutes les cartes de son émotionnel. C'est-à-dire que le reset que tu peux faire à l'accouchement, il est fantastique. Énorme, cadeau, voilà. Quoi. Là, c'est tu cadeau. Comme une ascension. Donc, non, mais ouais, mais c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui switchent et qui disent non mais moi je peux plus vivre la vie que je vivais avant l'accouchement, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire que ça te donne des nouvelles capacités. Moi souvent je rigole en prépa et je leur dis qu'elles ont des super pouvoirs, parce que t'as vraiment toutes les zones de l'apprentissage, de la mémorisation émotionnelle et des noyaux qui ressentent l'émotion qui vont être activés. Donc en fait, même si tu as été carencée petite, même si tu as été traumatisée, même si tu as eu de la séparation, l'abandon, le truc, au moment où toi tu deviens maman, tu peux tout changer en fait. C'est génial. Parce qu'en fait, Et donc le fait de pouvoir leur expliquer ça et les emmener progressivement dans les séances d'ostéo, au fil des séances d'ostéo, sur une espèce de liberté qu'elles vont se donner, elles vont lâcher la loyauté familiale, elles vont lâcher... et si on arrive à les accompagner gentiment dans ce chemin-là, il n'y a plus rien qui les arrête. Et du coup, c'est chaud devant. C'est génial. Ah bah ouais. Parce que l'ostéopathie, c'est matière, mouvement, esprit. Et donc, on doit vraiment prendre en compte, quand on prend en charge la maternité et la pédiatrie, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même la base. Enfin, normalement, tous les humains, on devrait les traiter en émotionnel. Mais encore plus dans ce cadre-là, puisque la femme, elle est dans ses émotions jusqu'au cou, j'ai envie de dire, pendant la grossesse et en postpartum. Ouais, j'avais entendu le mot, il m'avait bien parlé de transparence psychique. Tu vois, pendant ce moment-là où en effet, comme si tout remontait de l'inconscient, là, pouf, ça remonte à la surface. Ouais, et carrément. Quel meilleur moment, en effet, comme tu dis, de pouvoir s'en libérer, quoi, de tout envoyer là et que ça y est, on soit libre. Et c'est vrai que moi, j'ai observé pendant toutes mes années de sage-femme des choses vraiment où les couples traversaient une espèce de résilience ensemble et où c'est vraiment merveilleux, quoi. Et au contraire, souvent on dit oui, les hommes ils peuvent être traumatisés, machin. En fait, quand c'est vécu dans l'instant et accompagné comme il faut, tout va être à sa place juste, en fait. Puis à deux, moi j'ai eu vraiment la sensation d'un moment, c'est le moment où on n'a jamais été aussi soudés face à un événement. Là, t'es là, maintenant, dans l'instant présent. C'est un moment aussi de grande intimité. On parle même, tu vois, de moments de sexualité. Ça fait partie de la sexualité, l'accouchement. Je trouve qu'on a tendance à l'oublier. Donc, et là, on est à deux. C'est hyper fort. Moi, j'ai trouvé que ça nous avait aussi rapproché, construit vraiment un truc...
Et c'est vrai que peut-être on fait pas assez la place aux hommes. Souvent, ils arrivent après l'accouchement. Ouais. Mais moi, je sais que j'aime bien les faire venir aussi pendant la grossesse pour vraiment leur rappeler à quel point ils vont être le roc au milieu de la tempête. C'est-à-dire que c'est sur c'est sur lui que va s'accrocher la maman au travail. Et c'est lui qui va faire carte mémoire. C'est lui qui va faire le lien avec l'équipe. Donc, et c'est lui qui va aussi veiller à garder le cap pour le bébé. Puis qui va être garant de l'espace de sécurité aussi. Tout à fait. Donc quand ça peut se vivre comme ça, c'est juste trop génial. Alors moi, en plus, je les fais chanter. Donc des fois, ils râlent un peu parce qu'au début, ils trouvent ça vraiment bizarre. Ils reviennent en disant c'est à cause de toi que j'ai chanté pendant l'accouchement. Mais en même temps, souvent en plus avec la voix grave, ça donne encore plus de vibrations. Et il faut savoir que la douleur, c'est un fil électrique. Donc en fait, quand tu fais beaucoup de vibrations, avec une belle voix grave, là, comme ils ont les hommes, ça va noyer l'information douloureuse. Ça va faire tellement de vibrations partout que le petit fil électrique de la douleur va être dilué. C'est un peu comme la technique du peigne, tu sais, en ce moment beaucoup, on dit tu coinces un peigne et comme les neurones sont plus courts, et ça arrive plus vite au cerveau et ça te chante un peu la douleur de l'accouchement. Mais moi, je me souviens de points sur la main là que je venais appuyer très très fort. Et en effet, ça, comme si ça venait en fait mettre mon attention sur un autre point douloureux et hop, ça me... Et donc, ça, c'est la méthode Bonaparte aussi. Donc, c'est clair que se faire des points de pression sur des zones stratégiques, ça va venir détourner l'attention de la douleur. Mais en fait, moi, je trouve que chanter... Tu te fais pas mal quand tu chantes en fait. Donc c'est encore plus bénéfique parce que là tu t'es même pas obligé de passer par une douleur autre. Bien sûr. Et du coup c'est encore plus libérateur parce que là les femmes elles sont dans la canalisation de l'énergie et à la fois dans l'expression. Et donc ça te donne une dimension différente. Donc pendant l'accouchement, en fait, en ostéopathie, on peut être amené à travailler sur plein de problématiques différentes. À savoir la stagnation de la dilatation. On peut faire une pratique au niveau du col de l'utérus et accélérer la vascularisation et permettre que le col s'ouvre de façon plus naturelle et qu'il y ait moins de temps qui s'écoule entre la fin de l'accouchement et que ça active un peu le déroulé de la naissance. Donc on peut aussi, on va dire, débloquer le bassin. Des fois, on peut trouver que le bassin, soit par la peur, soit par un traumatisme avant, elle est tombée sur les fesses et elle s'est bloquée une sacro-iliaque, soit l'aider à trouver une position qui va lui permettre ou libérer une douleur qui, si elle a besoin de se mettre dans une position, des fois en hyperextension ou en hyperflexion, pour pouvoir l'aider à mieux s'adapter aux besoins de ce qui va se présenter au moment de l'accouchement. D'accord, donc oui, parce que toi tu formes aussi des sages-femmes. Oui, alors moi je leur fais une initiation à l'accouchement, pendant l'accouchement, avant et après, une petite initiation en ostéopathie pour les aider à mieux appréhender avec des outils très simples et très pratiques tout ce qui peut bloquer le déroulement de l'accouchement et tout ce qui peut les aider à mieux supporter la douleur pendant la grossesse ou en postpartum, notamment sur les cicatrices d'épisiotomie ou de césarienne qui peuvent vraiment être problématiques soit au moment de la cicatrisation, soit après, quand il y a des adhérences au niveau des cicatrices qui peuvent vraiment être douloureuses pendant les rapports ou même sur des cicatrices de césarienne qui peuvent vraiment être compliquées à intégrer, à accepter ou à cicatriser. Il faut savoir qu'en ostéopathie, on a toute une possibilité de travailler sur ces brides et sur ces adhérences profondes. Donc dans ces cas-là, il y a un vrai résultat au niveau du palpé. C'est-à-dire que des fois, elles peuvent avoir l'impression d'avoir
un caillou ou un bout de bois carrément à l'endroit de la cicatrice. Et nous, en ostéopathie, avant la rééducation, si on peut intervenir, c'est encore mieux parce que ça va potentialiser l'effet de la rééducation. On va venir travailler sur les tissus tout en douceur là aussi, on tire pas, on fait pas mal, on va relancer une vascularisation in situ et ça va améliorer la qualité directe de la cicatrice. D'ailleurs, les premiers jours, ça peut vraiment rendre la cicatrice très rouge, comme si ça rebourgeonnait au niveau des tissus. Et ça donne un résultat où la patiente, elle va plus sentir l'endroit de l'épisio ou de la cicatrice de césarienne. Donc moi, je travaille jusqu'à ce que, à la palpation, on n'ait plus la sensation de la cicatrice. D'accord. Ce qui va permettre d'éviter déjà les douleurs, et puis aussi tout ce qui est fuite d'énergie, fatigue, parce que ça réorganise les points fixes dans les fascias, ça réorganise le mouvement des fascias, et ça va demander plus d'énergie au corps pour fonctionner. Donc, plus on libère toutes les adhérences, plus c'est comme si les adhérences, ça fait comme si en profondeur on avait un millefeuille qui était thermosoudé sous toutes les épaisseurs. En fait, on a en ostéopathie, nos techniques, elles vont nous permettre de redécoller toutes les épaisseurs du millefeuille et de redonner de la mobilité entre chaque couche, ce qui va vraiment fondamentalement changer la donne. Parce que déjà, une cicatrice qui redevient souple et insensible, ou en tout cas pas douloureuse, elle va être beaucoup plus facile à digérer, même au niveau émotionnel. Des fois, quand les mamans elles disent mon épisiotomie, je l'ai mal vécue et tout, ça m'a fait une douleur. En fait, quand on répare entre guillemets le tissu, ça va aussi permettre de mieux réparer l'émotionnel et tout ce qui est autour de cet acte-là qui a été fait, qui normalement devrait être fait avec le consentement de la femme. Bon, je le rappelle, c'est important de plus en plus, ça devrait être de base, mais que les femmes puissent participer à tous les actes qu'on leur propose et qu'elles devraient donner leur consentement. Alors, le seul moment où le consentement ne peut pas être recueilli, c'est si c'est une urgence vitale et si, pour sauver le bébé et la maman, on est obligé d'intervenir le plus rapidement possible. Mais dans la grande majorité des cas, même s'il y a une césarienne, même si, on doit pouvoir informer les patientes, informer les bébés. Moi, j'aime bien aussi parler du consentement du bébé. C'est-à-dire que souvent, j'aime bien aussi dire aux parents, voilà, si jamais on vous dit il y a un forceps, une ventouse, une césarienne, posez les mains sur le ventre et dites à votre bébé, voilà, mon chéri, t'inquiète pas, on va t'attraper, on va t'aider à sortir. Là, t'es coincée, tu peux pas y arriver toute seule, c'est pas de ta faute. On va t'aider, mais après, on te fait le câlin. Voilà. Et comme ça permet aussi, en amont, de déjà prévenir et préparer le bébé pour qu'il puisse accepter mieux dans son corps, dans son émotionnel, tout ce qui va se passer par la suite. Donc, pour la cicatrisation des tissus, pour la réparation après le forceps, des fois ils peuvent avoir des petites traces sur les joues, tout ça. On sait que quand les professionnels de santé expliquent à l'enfant ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu une fois un gynéco aller demander pardon à un bébé après un forceps en disant, mon petit bonhomme, je suis désolée, j'ai été obligée de t'attraper un peu vite, du coup t'as un petit œil au beurre noir là, tu sais, j'aurais préféré t'accueillir autrement, mais j'ai pas pu faire autrement parce qu'il fallait te sortir vite, parce que t'étais un peu coincée et que t'étais pas bien, mais c'est pas à cause de toi. Bon voilà, je buvais du petit lait, je vais pas te dire que j'étais trop contente. Et là, je veux dire, moi je l'ai vu dans mes mains en ostéo quelques semaines après. Bon, j'aurais jamais pu dire qu'il avait eu un forceps, un gros forceps. C'était un bébé qui était né presque normalement. Donc ça veut dire que tout ce qui va ne pas être dit va s'imprimer dans les tissus. Pierre Tricot encore il dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà. Donc classiquement, on va intervenir dans beaucoup d'espaces qui vont être libérés déjà en préventif. Donc moi je suis vraiment étonnée de tout ce qu'on peut obtenir comme résultat et faciliter
On est vraiment... tu vois, c'est comme le sport où... voilà, comme le sport où le curling. Le curling, voilà, où on balaye la glace pour que le palais puisse glisser tout doucement vers la sortie. Bon, bah, c'est des beaux petits palais avec des petits bourrelets, mais... Donc là, on est déjà en effet dans le postpartum, dans l'après-naissance. Et aussi, dans cet après, il y a la prise en charge, comme tu viens de l'évoquer, de ces petits bébés, en fonction de la naissance qu'ils ont reçue. Il y a différentes... à partir de quand on montre son bébé à un ostéopathe? Alors, donc, juste pour finir avec la prise en charge, on a dit que si une femme qui allait bien, on la voyait au 4e, au 6e, au 8e. Une femme enceinte qui va pas bien, on la voit à la demande. C'est-à-dire que si même elle se sent pas à l'aise et si elle a besoin d'aide, moi je vais la voir même le premier trimestre sans problème, quels que soient les symptômes, sans aucun symptôme s'il faut, si elle a juste un symptôme émotionnel de je suis dans le désespoir de pas savoir ce que je veux faire avec cette grossesse, j'ai besoin d'aide, je vais la voir sans problème. Et s'il faut la voir tous les mois, ce sera tous les mois. D'accord ? Il y a des fois où je peux même être amenée à les voir un peu plus régulièrement en termes de... S'il y a un retard de croissance, par exemple, si c'est un retard de croissance sévère, s'il est très tôt, là, je vais les voir presque toutes les semaines des fois. Mais assez rapidement, ça va s'espacer et je vais pouvoir la voir que tous les mois. Je veux dire, je vais faire pendant 3 semaines le temps qu'on récupère une croissance qui empêche le pronostic de césarienne d'être posé. Et une fois qu'on a récupéré une vascularisation qui va permettre au bébé d'être mieux et une croissance de récupérer, en fait, là, on va pouvoir espacer un peu les séances pour pouvoir faire une prise en charge plus tranquille, on va dire. Mais dans l'absolu, voilà, une petite séance par mois, quand ça va pas, c'est bien. Parce que ça permet vraiment d'accompagner, déjà d'éviter en prévention secondaire que la maladie s'aggrave et peut-être de la refaire basculer en physio si, notamment dans les toxémies, le fait de travailler sur le foie, sur la circulation de retour, sur l'émotionnel du foie, le fait de faire des séances en somato-émotionnel, ça va lui permettre de libérer tout ce qui coince. On sait que le foie, en symbolique, c'est la colère, les émotions retenues. Donc on va aussi travailler sur tout ça, en essayant aussi de voir, peut-être en naturo, s'il n'y a pas une détox à faire en douceur pendant la grossesse, mais pour pouvoir vraiment libérer tout cet espace-là. Et des fois, on voit que les femmes, elles régulent leur tension et qu'on peut même, des fois, enlever le traitement et repousser la date de l'accouchement. Parce que souvent, quand tu as une toxémie, tu es censé avoir un accouchement un peu plus précoce et avoir un bébé un peu prématuré. Là, c'est que ça change quand même tout. Parce que si tu peux récupérer un accouchement à terme avec un bébé que tu gardes au sein, c'est quand même le jour et la nuit. Donc l'approche ostéopathique, elle est vraiment aujourd'hui préférentielle presque, puisqu'il n'y a pas d'autres possibilités en allopathie de pouvoir traiter, de faire de la prévention, c'est-à-dire qu'on fait du palliatif en allopathie, mais on ne fait pas du curatif. Et le fait de pouvoir... Et du préventif encore moins. Ouais, et encore moins, oui. Non, en fait. Non, parce qu'on va pas... Il n'y a pas de choses, tout va bien. Voilà. On va pas se dire, on anticipe, on vérifie, il y a toujours des petites choses à ajuster, tu vois... Quand tu fais une séance de temps en temps... Disons qu'on ne fait pas assez de prévention en médecine classique. Moi, je me souviens d'une patiente qui était arrivée dans mon cabinet. Elle était complètement dénutrie parce qu'elle vomissait beaucoup. Quand je l'ai envoyée à l'hôpital... elle sortait de l'hôpital. Et en fait, ils venaient de lui faire un bilan et ils lui ont dit « Votre bilan n'est pas assez perturbé. Revenez quand vous serez vraiment dans les chaussettes, quoi. » Donc c'était son 4e. Elle était vraiment hyper fatiguée. Là, je veux dire, elle avait besoin d'aide tout de suite. Donc c'était pas la question d'attendre. Et donc je me suis occupée d'elle et je l'ai fait hospitaliser direct parce que c'était pas possible qu'elle reste dans la nature. Elle était hyper fatiguée, épuisée. Là, on rentre dans quelque chose où on peut travailler en collaboration avec les systèmes de santé et c'est là où on est finalement le plus efficace. Oui, bien sûr. Et du coup, alors une fois, donc ça c'est toute la partie grossesse, et une fois que le bébé est né, après là vraiment... En postpartum, voilà, moi je vais proposer, là aussi si tout va bien,
au bout de 3 semaines après l'accouchement. D'accord. Hein, pour la maman pour la maman et pour le bébé. Généralement, je fais des séances de 2 heures pour pouvoir avoir les deux en miroir. Et faire la mise au sein si besoin, voir un peu comment ça se passe avec le bébé. J'aime bien que le papa soit là aussi, parce que si le bébé a besoin de refaire son déroulé de naissance, en fait le papa est là aussi pour voir ça. Et c'est beaucoup d'émotions souvent. Et quand il y a eu des choses qui ont été vraiment difficiles à l'accouchement, c'est aussi un moment où on va pouvoir revisiter tout ce qui s'est passé dans le calme, dans la bienveillance et dans pas de jugement. Ni par rapport à l'équipe, ni par rapport à... Parce qu'on peut pas juger ce qui s'est passé quand on n'y était pas. Ouais. Voilà. Genre, c'est trop facile. Hein. Genre le jour où t'es à 3h du mat et que t'es dans le dur, t'es dans le dur. Hein. Donc on juge pas. Ne pas juger aussi la maman par rapport à ce qu'elle croyait qu'elle était capable de faire, à ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle voulait faire, ou ce qu'elle pensait qu'elle ferait. Ou... être dans vraiment l'acceptation de ce qui est et de aussi donner au papa la possibilité de vraiment trouver sa place pour la résilience de tout ce qui s'est passé dans la difficulté. Parce que lui aussi, logiquement, il est censé protéger la maman et le bébé. Et bien souvent, quand il y a eu une intervention, il se sent totalement dépossédé de ce rôle-là. Et c'est d'une violence infinie pour les papas, parce que souvent les mamans elles disent mais tu m'as pas aidé, tu m'as pas accompagné, tu m'as pas défendu, je t'ai dit que c'était pas bien. Ouais, mais en fait il est seul contre tous lui. Hein. Donc c'est pas une place qui est facile, surtout aujourd'hui où vraiment ils doivent s'investir au max. Et le fait de revisiter tout ça, ça va aussi les aider à retrouver une cohésion et à digérer mieux les événements en fait. Oui. L'histoire, ce qui s'est passé. Oui, parce que de toute façon, on n'est pas là pour réécrire ce qui s'est passé. On est là pour mieux peut-être comprendre. C'est-à-dire que dans plusieurs cas, tu vois, j'ai des femmes qui disent « Ah bah finalement, quand je leur explique que finalement ça aurait pu être pire, elles font « Ah bah en fait, oui, c'est vrai que... Ah bah j'ai une ventouse, mais j'aurais pu avoir une césarienne, par exemple. » Ou et puis, à contrario, d'autres personnes qui me disent « Ah bah je croyais que j'avais bien accouché, puis finalement, je me rends compte que... pour mon bébé, c'était vraiment compliqué pour lui. Et je me suis pas rendu compte. Mais en fait, je l'ai entendu ça souvent dans c'est rapide. Tu sais, ça a été très très vite. Donc toi, en tant que maman, t'es plutôt contente. C'est plus cool. Ouais. Mais pour le bébé, des fois c'est l'ouragan. C'était un peu trop. Donc. Et dans les déroulés, tu vois, de naissance, quand ça a été très rapide, des fois tu vois qu'ils vont tout doucement, ils profitent, ils cherchent les appuis dans les mains, et ça dure parce qu'ils ont besoin de réaliser que oui, ils l'ont fait, quoi. Parce que sinon, c'est sorti d'un coup et ils n'ont pas vraiment réalisé ce qui s'était passé pour eux, quoi. Ok, donc vraiment un moment de guérison éventuellement dans l'après. Et même ça me parlait beaucoup ce que tu disais, si l'accouchement s'est bien passé, mais que parfois il y a des comportements, des problématiques, un bébé ou même un enfant plus grand, tu vois, qui est très agité, qui a des problèmes de sommeil. T'évoquais les problématiques à l'école aussi. Moi j'avais jamais entendu ça et je trouve que c'est une clé hyper précieuse de ça peut être en lien avec la naissance et ça peut toujours être intéressant d'aller revisiter la naissance. En fait, moi je propose beaucoup de travail sur le déroulé de naissance. Alors c'est forcément mon implication de sage-femme, et quand on a été sage-femme une fois, on reste toute sa vie. Mais c'est clair que le fait de pouvoir comprendre que finalement il y a plein de comportements qu'on peut avoir en tant qu'enfant et en tant qu'adulte même, qui peuvent être à l'origine de ça, de comment on est né. En fait, on se rend compte que finalement on peut agir en retravaillant sur l'origine de ce qui a coincé. Par exemple, on peut dire que ce qui se passe à l'école, des fois, ça peut être
répétition de ce qui s'est passé au moment de l'accouchement dans le milieu hospitalier. Donc finalement, traiter ce qui se passe à l'école, ça va être pas suffisant. Il va falloir traiter ce qui s'est passé dans le moment de la naissance pour que à l'école, il n'y ait plus d'abus de pouvoir ou de harcèlement, de manque de confiance. Voilà, tout à fait. Difficulté d'apprentissage par manque de confiance, de concentration peut-être. Oui, c'est ça. S'il y a eu de la chimie pendant l'accouchement, détoxifier la chimie pour pouvoir avoir une concentration qui va être plus efficace, par exemple. Et c'est clair que même après, on peut se dire le monde de l'entreprise, par exemple, ça peut être le miroir, comme l'école, de ce qui s'est passé à l'accouchement. Donc s'il y a eu des choses qui ont été difficiles on m'a imposé ci, j'ai subi ça, machin, ça peut être à une autre échelle, ce qui se revit. Donc c'est pas guéri, on le vit, quoi. C'est un peu tout. Ça. C'est comme tout. La vie, elle, tu sais, si tu comprends pas, elle te prend un petit marteau, puis elle te tape un petit peu. Tu l'as pas digéré, attends, je te le resserre avec une sauce un peu différente. Mais tu vas le manger quand même. C'est ça. Jusqu'à ce que tu trouves la solution, et quand tu trouves la solution, tu te dis, ah ça y est, je suis la reine du game, et puis finalement, paf, il te donne autre chose. T'es au niveau 2. C'est ça. Tu changes de plateau. C'est ça, exactement. Donc, c'est toujours mieux quand tu peux être accompagné dans ce travail-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est merveilleux de pouvoir continuer à pratiquer mon travail de sage-femme sur des bébés de 60 kilos, des fois. Et clairement, le fait de pouvoir reproposer des solutions mais directement au corps, pas forcément en passant par quelque chose d'intellectuel, c'est assez surprenant et assez puissant comme résultat. Là, je me souviens d'une stagiaire, il y a quelques semaines, qui était au cabinet, quand elle a refait son déroulé de naissance, où finalement elle avait la moitié du corps qui était sorti, elle a eu l'impression de revoir des gens habillés en bleu autour d'elle, et de se revoir avec ses bras de bébé qui étaient juste en train de sortir, quoi. Et elle était presque choquée parce qu'elle disait mais je l'ai revu, je l'ai vu, quoi, en fait. Alors est-ce que c'est une perception qu'elle a construite ou une vraie perception, j'en sais rien, mais en tout cas pour elle ça a reconnecté avec un souvenir très ancien et ça lui a changé la vision de là où elle était à ce moment-là. Donc souvent les gens ils disent il y a un avant, un après. C'est vraiment quelque chose qui te reconnecte avec ton élan vital, ta pulsion de vie, et qui va, un peu comme l'accouchement, te redonner les cartes de toi-même. Dans ce que tu dis, ça me fait vraiment penser... déjà, ça donne trop envie de vivre l'expérience. J'étais en train de me visualiser. Et ça me fait penser ce que tu dis là pour cet élève que tu avais. Il y a une dame qui s'appelle Myriam Brousse. Elle a écrit « Votre corps a une mémoire ». Et elle explique à quel point, en fait, même ce que notre mental, on n'a plus accès peut-être avec notre mental, là, maintenant, en mémoire vive, finalement, quelque part, notre corps, au niveau cellulaire, lui se souvient de tout. Ouais. Et j'avais même lu qu'au moment de la conception, au niveau de la première cellule, il y a déjà une mémoire là. Oui. Donc, moi, j'ai des enfants qui m'ont raconté leur conception, qui m'ont raconté leur naissance. Ou quand je leur demandais comment t'étais coincée, hop, ils prenaient la position. Incroyable. Et donc, en fait, ça s'estompe un peu à partir de 4-5 ans. Après, on voit qu'ils n'ont plus trop accès. Mais quand ils sont tout petits, quand ils sont dans des phases d'éveil très conscientes, c'est vrai que c'est assez étonnant les réponses qu'ils font. Sur est-ce que c'était chaud ou froid dans le ventre de maman, est-ce que c'était froid où. Et là, ils montent leur nombril, par exemple. Parce que c'est l'adrénaline qui arrive par le nombril. Donc ça, ils peuvent pas l'inventer, on peut pas leur avoir dit. Pour moi, c'est vraiment... je suis émerveillée de voir à quel point c'est d'une justesse imparable. Mais c'est clair que plus on peut faire ça rapidement, plus ça va être... plus on est libre. Plus ça va te ramener à ton essentiel. Bah ouais. Et être sur ton chemin à toi et après, être libre. C'est pas magique, mais par contre, quand c'est au bon moment et proposé comme il faut, c'est un peu magique. Ah ouais, c'est un peu magique. En fait.
super. C'est vrai que ça donne beaucoup. envie de le faire, sachant que c'est possible de le faire sur l'air ou dans l'eau. Ouais. Justement, j'allais y venir, j'allais dire, Elisa, il faut que tu nous parles un peu quand même de ton cabinet, de ce que tu proposes. Tu fais tellement de choses. Déjà, tu reçois au cabinet. Ouais. Donc, aujourd'hui, je suis ostéopathe exclusive. Donc, je fais plus que de l'ostéopathie. Hein, mais je fais de l'ostéopathie dans mon cabinet à Lyon. Je fais aussi des séances en aquatique. À Lyon aussi. À Lyon aussi. Et c'est une thérapie, on va dire, qui permet justement d'avoir accès aux mémoires fétales, qui sont pas forcément directement reliées au déroulé de naissance, mais qui peuvent travailler sur le mouvement en 3D, où on peut prendre des postures qui vont beaucoup plus loin que sur la table. Hein, sur la table, on est un peu limité par la gravité. Donc là, ça peut vraiment être chouette quand on arrive à des zones où on n'arrive pas à débloquer des situations. Et puis, je propose aussi des ateliers de champ prénatal aquatique à l'eau de soie, donc dans de l'eau à 35 degrés. Je propose surtout des formations ouvertes à tous, qui sont des formations en pleine nature. Donc souvent c'est marqué des techniques ostéopathiques, c'est marqué pour les ostéos, mais en fait c'est accessible à tous, même ceux qui ne sont pas thérapeutes, même des thérapies autres. En fait, toutes les personnes qui peuvent avoir le désir de justement aller explorer des parties d'elles-mêmes, ou si vous vous sentez bloqué sur certains comportements, ou si vous vous sentez en décalage à certains moments de votre vie, ou un peu distant, avec de la distance, un peu comme une dissociation, et ça peut aussi vous reconnecter à votre présent et vous redonner les clés de vos vies. Donc voilà, je les ai ouverts aussi, ces formations, pour... par exemple, j'avais beaucoup de questions de mes stagiaires, souvent des femmes, parce qu'autour de la périnatalité, il y a beaucoup de femmes, qui me disaient, Elisa, c'est super les formations que tu fais, mais on aurait envie de travailler aussi, d'avancer. On avance pour nous, mais dans notre couple, c'est compliqué. Et donc, j'avais envie aussi de proposer un travail dans le couple, et donc de proposer d'autres choses. Donc je suis allée chercher dans d'autres dynamiques et d'autres pratiques pour que tout ça puisse se travailler, alors essentiellement dans l'eau, parce que moi c'est mon outil de prédilection, hein, voilà, j'avoue que l'eau c'est vraiment depuis toujours l'élément où je me sens à l'aise et où je suis bien. C'est aussi les accouchements dans l'eau qui m'ont permis aussi d'être plus dans la confiance. C'est comme si l'eau amenait la confiance et la mobilité plus facile, la fluidité. Donc pour moi, la chaleur, le maintien, l'étayage, donc ça a que des qualités. Et dans le processus thérapeutique, c'est aussi quelque chose qui va amener une autre dimension, parce que un confort, une légèreté, quand tu es dans l'eau, tu te laisses flotter, c'est vraiment l'endroit idéal pour travailler sur soi, mais dans la douceur et la chaleur d'un élément qui est englobant, quoi. Et oui, puis il y a le côté du lâcher prise. L'eau, elle nous permet de lâcher prise, et il y a un côté, comme tu disais, enveloppant, sécurisant, doux. Puis il y a un côté contact aussi, parce que en fait on est plus en contact. Chaque partie de notre corps est en contact. C'est ça. Et avec le thérapeute, parce que du coup tu es obligé de prendre des appuis que tu n'as pas forcément quand tu es sur une table. Bien sûr. Donc il y a un rapport de confiance entre thérapeute et patient qui doit se faire encore plus important. Mais du coup, une résilience qui va se faire aussi encore plus loin. Donc voilà. Donc ces stages-là, ils sont vraiment avec plein d'ouverture. Alors ils peuvent être en piscine quand je fais à Vèze avec une approche vocale et thérapeutique. Je peux faire aussi les stages en milieu naturel, notamment avec les dauphins en Égypte, dans un lagon où on est à 20 mètres de fond. C'est un aquarium magnifique, hein. Et les dauphins sauvages, par exemple, des fois on me dit, mais pourquoi tu fais des stages aussi bizarres? Parce que finalement, les dauphins sauvages, c'est pareil que le traitement des enfants, hein. C'est-à-dire que si tu as trop envie de les voir, ils s'en vont. Si tu as peur de pas faire comme il faut, ils s'en vont. Si tu es juste là, dans l'ouverture, et que tu as le cœur ouvert, en fait, ils viennent. Et là, c'est juste
Quand tu le dis, incroyable. ça me fait. Et pareil avec les enfants, c'est-à-dire que si tu leur poses 150 000 questions, ils se ferment comme des huîtres. Si t'as peur de pas être au bon endroit pour eux, ils te servent rien. Ils ont peur aussi en neurone miroir. Si t'es juste là pour eux et que tu leur dis que t'es d'accord pour tout écouter, tout entendre, même si des fois c'est dur, hein, les petits qui te disent mais moi je suis pas content d'être là, pourquoi on m'a fait venir, et petit à petit de trouver avec eux des solutions pour que leur vie elle soit plus belle, en fait c'est trop bien. Donc voilà, donc moi j'ai envie de partager le bonheur, de pouvoir le transmettre à tous les humains. Et qu'on puisse aujourd'hui être dans notre travail chacun pour que ce soit plus durable, plus éco-responsable, plus de solidarité, de soutien, d'empathie. Voilà. Et quand on en a avec soi, on en a avec les autres. Donc, voilà. Trop beau. Merci beaucoup, Elisa. Merci, Anaïs. C'était un plaisir. À très bientôt. Donc, vous pouvez retrouver Elisa sur son site internet, Elisa Boileau. Boileau, ça s'écrit bien B-O-I-2-L-O-T. Oui, c'est ça. J'ai pas fait d'erreur, ouais. Voilà. Donc, il y a tout ton agenda. On oui. peut voir toutes tes formations. Et puis aussi, on peut voir pour prendre rendez-vous avec toi. Merci beaucoup. Merci, Anaïs. À bientôt.